Elle a décidé d'aller voir le voisin lorsqu'il n'y avait plus aucune autre issue. La porte était brisée. Sa mère avait peur de sortir de la maison. Une seule question, posée par une petite fille, a tout changé. Et ce que le voisin motard a fait ensuite, personne ne s'y attendait. Abonnez-vous à la chaîne et dites dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous regardez cette vidéo. La fillette se tenait au bord de l'allée, à moitié dissimulée derrière la boîte aux lettres, comme si le métal pouvait la protéger du monde. Ses doigts s'enfonçaient dans les bretelles de son sac à dos avec une force telle que ses jointures avaient blanchi. Elle restait immobile, le regard fixé de l'autre côté de la rue, là où le garage était grand ouvert et où un homme travaillait sur une moto. Elle l'observait depuis 3 jours déjà, toujours depuis un point différent, toujours avec la même prudence silencieuse. Aujourd'hui pourtant, quelque chose était différent. Aujourd'hui, elle savait qu'elle ne repartirait pas sans avoir fait un pas de plus. La rue semblait calme, presque trop. Les maisons étaient alignées avec une régularité rassurante. Les arbres projetaient des ombres paisibles sur l'asphalte, et aucun bruit ne venait troubler l'air chaud de la fin de matinée. Mais ce silence n'était pas celui du repos. C'était un silence tendu, précis, comme si tout retenait son souffle. Derrière la fillette, la maison ne parlait pas. Elle se taisait d'une manière qui n'avait rien à voir avec la paix. Les rideaux étaient tirés, les fenêtres fermées, et la porte d'entrée, peinte d'un jaune vif, pendait légèrement de travers, fatiguée de résister. Autour de la serrure, le bois était éclaté, encore frais, et la peinture portait des griffures profondes, traces d'une force qui n'avait laissé aucune place au choix. La fillette avait entendu ces coups la nuit précédente. Des bruits sourds, répétés, accompagnés d'une voix étrangère qui n'avait plus rien à faire dans leur vie. Elle avait entendu sa mère pleurer, puis crier, puis se taire. Ce souvenir n'était pas encore rangé, pas encore digéré. Il restait là, lourd, présent dans chaque battement de son cœur. Elle n'avait pas pleuré. Elle n'en avait pas eu le temps. Dans le garage d'en face, l'homme leva la tête. Il avait une barbe épaisse, des tatouages qui couvraient dans ses bras et un gilet de cuir marqué par l'usure. Ses mains étaient noires de graisse et de poussière, et l'odeur du métal chaud se mêlait à celle de l'huile. Il ne savait pas qu'elle l'observait depuis plusieurs jours, qu'elle avait appris ses gestes, la façon dont il se penchait sur la moto, la manière dont il essuyait ses mains sur un chiffon avant de reprendre un outil. Pour beaucoup, il aurait semblé inquiétant. Pour elle, il représentait autre chose. Il était solide. Il était là. Il l'avait déjà vue, cette enfant silencieuse, près de l'arrêt du bus scolaire. Toujours un peu en retrait, toujours le regard baissé. Mais aujourd'hui, lorsqu'il croisa ses yeux, il comprit que ce n'était pas une curiosité d'enfant qui se tenait devant lui. Il y avait dans son regard une détermination presque adulte, une lourdeur qui ne devrait jamais habiter un visage aussi jeune. Elle ne venait pas poser une question sur la moto. Elle venait demander quelque chose qu'elle ne savait même pas comment formuler. Elle inspira profondément et quitta la protection illusoire de la boîte aux lettres. Elle descendit du trottoir et traversa la rue lentement, avec la prudence de quelqu'un qui a appris que les mouvements brusques attirent par la mauvaise attention. À chaque pas, elle jetait un regard furtif vers la maison, comme si elle s'attendait à voir une silhouette apparaître derrière les rideaux. L'homme posa sa clé sur l'établi. Il ne sourit pas, ne lui fit pas signe. Il se contenta d'attendre, et quelque chose se tendit en lui, un instinct ancien qu'il n'avait jamais complètement perdu. Elle s'arrêta à quelques pas de lui. Elle garda cette distance, instinctivement, comme si son corps se souvenait de règles qu'on ne lui avait jamais expliquées, mais qu'elle appliquait avec une précision parfaite. Sa voix était presque inaudible lorsqu'elle parla. Elle demanda d'abord s'il pouvait réparer une porte. Puis après une courte hésitation, elle ajouta que sa maman avait peur. Il regarda par-dessus son épaule, en direction de la maison à la porte jaune. Il remarqua les rideaux tirés, l'absence de mouvement, et surtout cette porte, penchée, abîmée, encore marquée par la violence récente. Il revint vers la fillette. Ses épaules étaient crispées, ses doigts toujours accrochés aux bretelles du sac. Et dans ses yeux, il n'y avait pas de larmes, seulement une fatigue ancienne, comme si elle portait déjà trop de souvenirs. Il lui demanda où était sa mère. Elle indiqua la maison d'un geste bref et dit qu'elle ne sortait pas, qu'elle pleurait depuis le matin. Puis avec une lenteur calculée, comme si chaque mot devait être pesé pour ne pas provoquer un danger invisible, elle expliqua qu'un homme était venu pendant la nuit. Un mauvais homme. Quelqu'un qui vivait avec elles avant.
Quelqu'un qui n'avait plus le droit d'approcher. Quelqu'un qui avait cassé la porte, crié, promis de revenir. À cet instant, l'homme comprit que ce qui se jouait ici n'avait rien à voir avec des charnières ou des serrures. Il s'agissait d'une frontière, d'une ligne fragile entre un foyer et le chaos. Il aurait pu détourner le regard, dire qu'il appellerait quelqu'un, retourner à sa moto et à son silence. Il aurait pu faire semblant de ne pas comprendre. Mais la fillette se tenait devant lui, comme si elle avait déjà envisagé toutes les issues possibles et choisi la seule qui lui restait. Il essuya ses mains sur le chiffon et lui fit signe d'avancer. La maison semblait plus petite de près. La porte jaune, autrefois vive, paraissait ternie par la peur. Lorsqu'ils entrèrent, l'air était lourd, immobile. La femme se tenait près du mur, le téléphone serré dans la main, prête à composer un numéro au moindre geste de travers. Elle avait le visage pâle, les traits tirés, et son regard passait sans cesse de l'homme à sa fille. Elle ne faisait confiance à personne, surtout pas aux hommes, surtout pas à ceux qui semblaient assez forts pour faire du mal. La fillette se rapprocha légèrement de l'homme, presque imperceptiblement. Ce simple mouvement disait tout. La mère le vit et sentit une douleur sourde lui traverser la poitrine. Ce n'était pas un rejet, mais un aveu. Sa fille cherchait une protection qu'elle n'avait pas pu lui offrir cette nuit-là. Il ne posa pas de questions inutiles. Il observa la porte, toucha le bois éclaté, examina la serrure. Ses gestes étaient un peu calmes, précis, comme s'il avait déjà fait cela 1000 fois. Il expliqua ce qu'il allait faire, d'une voix basse, sans dramatiser. Il travailla longtemps, remplaçant les pièces faibles, renforçant ce qui avait cédé. À mesure que le bruit des outils remplissait la maison, quelque chose changeait. La fillette respirait plus lentement. La mère relâchait légèrement ses épaules. Lorsqu'il eut terminé, la porte ne ressemblait plus à celle d'avant. Elle était plus solide, plus lourde, comme si elle avait appris elle aussi. Il montra comment vérifier la serrure, comment fermer sans transformer chaque geste en rituel de panique. Il refusa l'argent que la mère tenta de lui donner. Il laissa seulement un numéro, griffonné sur un morceau de papier, et dit que s'il se passait quoi que ce soit, il répondrait. Cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, la maison dormit. Pas d'un sommeil paisible, mais d'un sommeil possible. La fillette s'endormit sans se cacher. La mère ferma les yeux sans rester à l'écoute du moindre bruit. Mais la menace n'avait pas disparu. Elle s'était simplement déplacée, tapie dans l'ombre, attendant le moment de changer de forme. Et la porte jaune, désormais renforcée, se dressait comme une promesse fragile, annonçant que le combat pour la sécurité ne faisait que commencer. Lorsque la porte se referma derrière l'homme et que le silence retomba dans la maison, ce silence n'avait plus la même texture que la veille. Il n'était plus coupant, plus menaçant. Il restait fragile, certes, mais il n'écrasait plus. Madison Hale s'adossa lentement au mur, comme si ses jambes refusaient soudain de continuer à la porter. Le téléphone était toujours dans sa main, mais ses doigts n'étaient plus crispés autour de l'écran. Elle inspira profondément, une respiration longue, tremblante, qu'elle semblait retenir depuis des mois. Elle observa sa fille. Sophie s'était assise par terre, près de la porte jaune, le dos contre le bois, désormais renforcé. Elle ne parlait pas. Elle ne jouait pas. Elle se contentait d'être là, comme si la simple proximité de cette porte suffisait, pour l'instant, à contenir le monde. Madison sentit une douleur sourde lui serrer la poitrine. Ce n'était pas de la peur pure, ni même de la honte. C'était cette sensation insupportable d'avoir tout fait comme il fallait, et de constater malgré tout que cela n'avait pas suffi. 3 mois plus tôt, elles étaient arrivées dans cette ville avec un seul bagage et une fatigue qui dépassait la simple lassitude physique. Madison avait choisi cet endroit sans émotion. Elle n'avait pas cherché un quartier charmant, ni une maison accueillante. Elle avait cherché le calme, l'anonymat, la distance. Des rues ordinaires, une location abordable, des voisins discrets, beaucoup d'arbres et peu de regards. Un endroit où personne ne poserait de questions. Un endroit assez loin pour que le passé perde leurs traces. Elle se répétait que cette fois-ci serait différente. Elle avait suivi toutes les règles. Elle avait changé de numéro, supprimé des comptes, modifié ses habitudes. Elle avait conservé dans un tiroir soigneusement plié la copie d'un document officiel qui lui promettait une protection sur le papier. Elle avait cru, sincèrement, que le papier suffirait. La réalité de ces journées était une succession de compromis.
La nuit, elle travaillait à l'hôpital du comté comme technicienne sanitaire. Ce n'était pas un métier qu'elle avait rêvé de faire, mais c'était un métier qui payait, surtout quand elle acceptait les remplacements, les heures supplémentaires, les horaires impossibles. Elle nettoyait, désinfectait, préparait des salles que d'autres utilisaient pour sauver des vies, tout en ayant la sensation étrange de ne jamais vraiment sauver la sienne. Le jour, elle essayait d'être présente avant le passage du bus scolaire. Elle calculait ses heures de sommeil, ses déplacements, ses retours à la maison avec une précision presque militaire. Elle ne pouvait pas se permettre une nounou. Parfois, la voisine âgée, Mrs. Brooks, gardait un œil sur Sophie, mais Madison savait que ce n'était pas une solution. C'était une béquille, une de plus. Sophie, de son côté, s'adaptait comme les enfants savent le faire quand ils n'ont pas le choix. À l'école, elle parlait peu. Elle choisissait toujours la même place, un peu à l'écart. Pendant les récréations, elle restait près des adultes, comme si leur présence créait une barrière invisible. La nuit, elle se réveillait parfois en silence. Elle pleurait sans bruit, enfouissant son visage dans l'oreiller, convaincue que même les larmes pouvaient attirer le danger. Elle dessinait beaucoup, des maisons simples, souvent la leur, avec cette porte jaune qu'elle aimait tant. Un soleil dans un coin de la feuille, deux silhouettes souriantes. Madison accrochait ses dessins sur le réfrigérateur comme on accroche des preuves. Elle se forçait à croire à ce bonheur esquissé au crayon, parce que l'alternative était insupportable. Les règles de la maison étaient strictes. Ne jamais ouvrir à un inconnu. Appeler maman si quelque chose semblait étrange. Connaître le numéro de la voisine. Si un homme disait connaître maman, ne pas le croire. Sortir. Appeler à l'aide. Prévenir la police. Ce n'étaient pas des conseils éducatifs, mais des instructions de survie. Madison les répétait souvent avec une voix qu'elle voulait calme, mais qui tremblait parfois malgré elle. Chaque règle était une reconnaissance tacite de sa peur. Et puis il y avait eu Brandon Cross. Il ne se considérait pas comme un homme violent. Dans son esprit, il était celui à qui l'on avait volé quelque chose. Sa famille, sa place. Il parlait de trahison, d'injustice, et se persuadait que tout ce qu'il faisait n'était qu'une tentative de remettre de l'ordre. Contrairement à ceux qui agissent sous l'impulsion, Brandon était patient. Il observait, il attendait, il rassemblait des détails, convaincu que le temps finirait par jouer en sa faveur. Il les avait retrouvés à cause d'une erreur minuscule. Un détail administratif, une trace laissée là où Madison pensait être invisible. Il avait suivi cette piste avec méthode, sans précipitation. Lorsqu'il arriva en ville, il ne se présenta pas immédiatement. Il loua une chambre bon marché dans un motel et observa la maison à la porte jaune pendant plusieurs jours. Il nota les horaires, les habitudes, les lumières qui s'allumaient et s'éteignaient. Il comprit quand Madison partait travailler de nuit. Il remarqua que la voisine passait brièvement puis disparaissait tôt. Il vit comment la maison devenait vulnérable à certaines heures. Pour lui, ce n'était pas de la cruauté, c'était une stratégie. La nuit où il passa à l'action, la porte résista un instant, puis céda. Le bois craqua, la serrure vola en éclats. Ce bruit réveilla Sophie immédiatement. Elle le reconnut avant même de comprendre ce qui se passait. Ce n'était pas la première fois que ce son s'inscrivait dans sa mémoire. Elle glissa hors de son lit et se cacha sous le sommier, serrant contre elle son vieux lapin en peluche, celui auquel il manquait déjà une oreille. Dans la maison, les tiroirs claquaient, les portes s'ouvraient brutalement. Des pas lourds se rapprochaient. Lorsqu'une ombre apparut dans l'embrasure de sa porte, Sophie cessa de respirer. Une paire de bottes entra dans la chambre. Une main fouilla l'espace. Elle resta immobile, parfaitement silencieuse. Elle ne jouait pas à se cacher. Elle survivait. Brandon repartit avant l'aube, non parce qu'il avait changé d'avis, mais parce que la nuit avait une fin et qu'il savait qu'il reviendrait. Le matin, Madison trouva la porte détruite et comprit tout d'un coup. Elle trouva Sophie sous le lit, les yeux ouverts, sans larmes. Elle ne fit pas ce que beaucoup auraient attendu. Elle n'appela pas la police. Elle avait déjà entendu trop souvent les mêmes phrases, les mêmes excuses, les mêmes impasses. Elle avait peur que toute démarche ne fasse qu'aggraver la situation. Elle bloqua la porte avec des meubles et passa la journée assise près de sa fille, à attendre que le temps passe. C'est ce jour-là que Sophie prit une décision qu'aucun enfant ne devrait avoir à prendre. Elle regarda par la fenêtre. Elle vit le voisin au garage, celui qui travaillait sur des motos et parlait peu. Elle pensa à la porte.
à sa mère, à la nuit. Et elle comprit que, cette fois, attendre ne suffirait pas. Lorsqu'elle sortit de la maison pour traverser la rue, elle ne savait pas si cela fonctionnerait. Elle savait seulement qu'elle ne pouvait plus rester immobile. Et pendant que Madison luttait contre la peur de perdre le contrôle, Sophie, elle, avançait déjà vers ce qui allait transformer leur histoire. Après le départ de Madison et de Sophie, la maison de l'autre côté de la rue retrouva une apparence ordinaire. La porte jaune était droite, solide, silencieuse. Rien pour un regard extérieur ne trahissait ce qui s'y était joué. Dans le garage, l'homme resta un moment immobile, les mains posées sur l'établi, comme s'il écoutait encore les échos de cette visite. Il s'appelait Ethan Caldwell, et depuis longtemps déjà, il avait appris à reconnaître les situations qui ne laissaient pas de place à l'indifférence. Il n'avait pas toujours vécu dans ce quartier. Il n'avait pas toujours réparé des motos dans des garages ouverts sur des rues calmes. Avant, il avait porté un uniforme, suivi des ordres, traversé des lieux où la frontière entre la vie et la mort se dessinait en quelques secondes. Il avait été marin, puis soldat, puis autre chose encore, jusqu'au jour où tout cela s'était arrêté sans vraiment s'expliquer. La fin de sa carrière n'avait pas été brutale. Elle avait été lente, étouffante, comme une descente progressive dans un silence qu'il ne comprenait pas. La perte de sa fille avait tout figé. Un accident banal, absurde, provoqué par une erreur qui n'était pas la sienne. Il n'avait pas été là. Il n'avait pas pu dire au revoir. Après l'enterrement, les mots s'étaient raréfiés dans son couple, puis avaient disparu. Le mariage s'était dissous sans cri ni drame, simplement parce qu'il n'y avait plus rien à quoi se raccrocher. Ethan avait alors vécu pendant des années comme s'il s'était retiré du monde, avançant mécaniquement, refusant de s'attacher, convaincu que continuer à vivre était déjà une forme de trahison. Ce qui l'avait maintenu debout n'avait rien de spectaculaire. Ce n'était ni une révélation ni une guérison soudaine. C'était un groupe d'hommes comme lui, anciens soldats, motards, vétérans, qui avaient cessé de chercher des raisons et s'étaient contentés de faire ce qui était juste quand l'occasion se présentait. Ils accompagnaient des familles, assuraient une présence silencieuse lors de procès, protégeaient ceux qui n'osaient plus se sentir en sécurité. Ethan n'appelait pas cela du courage. Pour lui, c'était simplement une manière de ne plus détourner le regard. Lorsque Sophie s'était tenue devant lui, demandant de l'aide pour une porte, quelque chose s'était déplacé en lui. Il avait reconnu ce regard. Il l'avait vu autrefois, dans un miroir, après l'accident. Ce mélange de peur et de détermination qui n'appartient pas à l'enfance. Il avait compris immédiatement que réparer la porte ne suffirait pas. Mais c'était un début. Les jours qui suivirent furent calmes en apparence. Madison reprit son travail, Sophie retourna à l'école. La porte jaune tenait bon. Pourtant, Ethan observait. Il notait des détails que d'autres auraient ignorés. Une voiture garée trop longtemps à l'angle de la rue. Un passage lent, répété, sans destination évidente. Des regards qui s'attardaient plus qu'ils ne le devraient. Il n'avait pas besoin de preuves pour sentir que la menace n'était pas partie. Elle s'était adaptée. Brandon Cross, de son côté, n'avait pas abandonné. Lorsqu'il vit la porte renforcée, lorsqu'il comprit qu'un homme s'était interposé, il ressentit cela comme une provocation. Il n'était plus question de colère brute. Il s'agissait désormais de reprendre le contrôle. Il observa Ethan. Il nota ses horaires, ses habitudes, les moments où le garage restait vide. Puis, comme toujours, il se concentra sur le point le plus vulnérable, l'enfant. Il se posta près de l'école, à distance. Il prit des photos, discrètement. Il observa les trajets, les arrêts, les endroits où la rue se faisait étroite, où les arbres masquaient la vue. Dans son esprit, tout cela avait un sens. Il se racontait qu'il voulait seulement parler, expliquer, reprendre ce qui lui appartenait. Mais chaque détail qu'il accumulait racontait une autre histoire. Ethan comprit avant même de pouvoir l'expliquer. Il sentit ce regard qui pèse sur la nuque, cette présence diffuse qui n'apparaît jamais directement. Il avait connu cela ailleurs, dans d'autres contextes, quand l'attente était plus dangereuse que l'action. Il sut alors qu'il ne pouvait pas rester seul face à cela. Non par peur, mais parce que certaines situations exigent plus qu'un homme. Il passa quelques appels. Rien de dramatique, pas de discours. Il expliqua simplement qu'une famille avait besoin d'un peu de présence. Les réponses furent immédiates. Dans les jours suivants, des motos passèrent plus souvent dans le quartier. Des hommes s'arrêtèrent devant l'épicerie, discutèrent quelques minutes,
repartir. Ils ne faisaient rien d'illégal. Ils étaient simplement là. Une présence constante, visible, impossible à ignorer. Brandon le remarqua. Il tenta une approche différente. Un après-midi, il s'avança vers la maison comme un simple passant. Il atteignit la grille lorsqu'Ethan sortit du garage et se plaça face à lui. Il n'y eut ni menace ni insulte. Seulement un silence lourd, chargé d'un message clair. « Ici on te voit ». Brandon recula, lentement, sans perdre la face. Mais à l'intérieur, la frustration se transforma en détermination froide. Il décida de contourner. Le lendemain, alors que Madison était au travail et que Sophie se trouvait chez la voisine, Brandon passa par l'arrière. Il ouvrit la vieille clôture, s'approcha de la porte de service, le levier déjà en main. Il était persuadé que tout était calculé. La voix d'Ethan le stoppa avant qu'il ne touche le bois. D'autres silhouettes apparurent presque aussitôt, bloquant les issues avec une précision calme. Brandon tenta de fuir, de frapper, de se dégager. Mais cette fois, il n'était pas face à la peur. Il était face à une décision collective de ne pas le laisser aller plus loin. Un téléphone filmait. Le temps, le lieu, le visage, l'outil posé au sol. Ethan appela la police sans élever la voix. Lorsqu'ils arrivèrent, les faits parlaient d'eux-mêmes. Dans la voiture de Brandon, ils trouvèrent là les photos, les plans, les notes. Tout ce qui manquait jusque-là pour transformer une histoire de parole en réalité incontestable. Madison arriva plus tard, attirée par les gyrophares et l'agitation inhabituelle. Lorsqu'elle vit Brandon menotté, quelque chose céda en elle. Elle s'effondra sur la pelouse, incapable de rester debout plus longtemps. Sophie courut vers elle et se blottit contre son corps, comme si elle voulait s'y fondre. Pour la première fois depuis longtemps, les larmes de Madison n'étaient pas celles de l'impuissance. Elles étaient celles d'un soulagement brutal. Ce qui suivit ne fut pas une fin heureuse au sens des comptes. Il y eut des interrogatoires, des dossiers, des rendez-vous. Sophie parla à des professionnels qui lui apprirent que le silence n'était pas la seule option. Madison apprit, lentement, à respirer sans compter les secondes entre chaque bruit. Ethan resta présent, sans jamais s'imposer. Il réparait une clôture, expliquait comment gonfler un pneu de vélo, partageait un dîner du dimanche. Le quartier changea son regard sur lui. On ne voyait plus seulement le cuir et les tatouages. On voyait un homme qui avait fait ce que beaucoup n'avaient pas su faire à temps. Le jour du 7e anniversaire de Sophie, la rue fut animée par un calme nouveau. Quelques motos passèrent lentement, sans bruit inutile. Sophie se tenait devant la porte jaune, souriante. Ethan lui offrit un nouveau lapin en peluche, intact. Elle le serra contre elle, puis attrapa l'ancien, usé, et les garda tous les deux. Plus tard, Madison lui envoya une photo d'un dessin. Une maison, une moto, 4 silhouettes se tenant par la main. Ethan regarda longtemps l'écran. Il ne pouvait pas réparer le passé, mais il avait appris une chose essentielle. Cette fois-ci, il n'était pas arrivé trop tard. Après l'arrestation, la rue mit longtemps à retrouver un rythme ordinaire. Les gyrophares avaient disparu, les motos s'étaient éloignées, les voisins étaient rentrés chez eux. Mais quelque chose demeurait dans l'air, comme une vibration persistante. Ce n'était plus la peur, pas exactement. C'était la conscience aiguë de ce qui aurait pu arriver et de ce qui, pour la première fois depuis longtemps, n'était pas arrivé. Madison passa les jours suivants à naviguer entre des bureaux impersonnels, des formulaires, des salles d'attente aux murs trop blancs. Elle racontait encore et encore la même histoire, répondait aux mêmes questions, signait les mêmes documents. Chaque fois qu'elle prononçait le nom de Brandon, sa voix restait stable, mais à l'intérieur, quelque chose se crispait. Elle découvrait une fatigue différente de celle des nuits à l'hôpital. Une fatigue mentale, profonde, née du fait de devoir prouver sans cesse qu'elle avait réellement eu peur. Sophie, elle, entamait un autre chemin. On lui parlait doucement, on lui expliquait qu'elle pouvait raconter ce qu'elle avait ressenti, qu'elle n'avait rien fait de mal. Les mots sortaient en lentement. Parfois, ils se bloquaient. Parfois, ils jaillissaient, sans prévenir. Certaines nuits, elle se réveillait encore, la main cherchant instinctivement quelque chose dans le noir. Madison était là. Elle répondait toujours. Et peu à peu, l'enfant comprit qu'elle n'était plus obligée de se rendre invisible pour être en sécurité. La maison changeait aussi. Pas dans sa structure, mais dans sa respiration. La porte jaune continuait de grincer légèrement lorsqu'on l'ouvrait, mais ce bruit n'était plus un signal d'alarme.
C'était simplement une porte. Madison se surprit un matin à sortir sans vérifier 3 fois la serrure. Ce geste banal la bouleversa plus qu'elle ne l'aurait cru. Ethan n'envahit jamais leur espace. Il resta à sa place, attentif, disponible, mais discret. Il réparait une planche de la clôture, aidait à porter des courses, expliquait à Sophie comment maintenir l'équilibre sur son vélo. Il ne posait pas de questions sur les procédures, ne demandait pas de compte-rendu. Sa présence était constante sans être pesante, comme un phare qu'on sait allumer même lorsqu'on ne le regarde pas. Le quartier lui aussi s'ajusta. Les regards changèrent. On ne voyait plus seulement le gilet de cuir et les tatouages. On voyait un homme qui avait fait ce que d'autres n'avaient pas osé faire. Mrs. Brooks laissa un jour une boîte de biscuits sur son perron, accompagnée d'un mot écrit d'une main tremblante. Un simple merci. Ethan conserva le papier sans rien dire. Le procès prit du temps. Brandon ne tenta pas de se justifier longtemps. Les preuves étaient trop claires. Les photos, les notes, les outils parlaient pour lui. Madison assista à certaines audiences. Pas toutes. Elle apprenait à reconnaître ses limites, à comprendre qu'être forte ne signifiait pas tout affronter seule. Le temps passa, non pas en effaçant ce qui s'était produit, mais en le rangeant différemment. La peur ne disparaissait pas. Elle cessait simplement de diriger chaque décision. Sophie recommença à rire plus souvent. À l'école, elle leva parfois la main. Ses dessins changèrent. Il y avait toujours la maison, toujours le soleil, mais les silhouettes étaient plus nombreuses. Le jour de son 7e anniversaire, la rue sembla s'éveiller autrement. Des voisins sortirent, des ballons apparurent, des voix résonnèrent. Quelques motos passèrent lentement, sans bruit excessif, comme un salut respectueux, plutôt qu'une démonstration de force. Sophie se tenait devant la porte jaune, un gâteau entre les mains, le visage illuminé par une joie simple, presque nouvelle. Ethan arriva un peu plus tard, comme toujours. Il lui tendit un paquet. À l'intérieur se trouvait un lapin en peluche neuf, intact, avec 2 oreilles bien droites. Sophie le regarda, puis regarda l'ancien, celui qui avait survécu à tout, usé, déformé, incomplet. Elle n'hésita pas longtemps. Elle serra les 2 contre elle. Il n'y avait pas de choix à faire. L'un appartenait au passé, l'autre à l'avenir, et tous 2 avaient leur place. Le soir venu, lorsque la maison retrouva son calme, Madison envoya à Ethan une photo, un dessin. On y voyait la maison à la porte jaune, un garage ouvert avec une moto, et 4 silhouettes se tenant par la main. Les traits étaient maladroits, les proportions incertaines, mais le message était limpide. En bas de la feuille, quelques mots écrits de travers nommaient chaque figure. Maman, Sophie, Ethan, les gardiens. Ethan resta longtemps assis sur son perron, le téléphone à la main. La nuit tombait lentement. Il pensa à sa fille, à ce qu'il n'avait pas pu protéger, à ce qu'il avait perdu à jamais. Cette douleur ne disparaîtrait jamais complètement. Mais elle n'était plus un vide. Elle était devenue une raison. Il n'avait pas réparé le monde. Il n'avait pas effacé la violence ni réécrit l'histoire. Il avait simplement été là au bon moment. Et parfois, cela suffisait. Parce qu'une porte n'est pas toujours faite de bois et de métal. Parfois, c'est la dernière frontière entre la peur et la vie. Et il suffit d'une personne qui choisit de ne pas détourner le regard pour qu'elle tienne. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite et de nouveaux récits. La suite sera encore plus intense et inattendue. Découvrez les prochaines vidéos et les autres histoires sur la chaîne. Certains rebondissements changent vraiment la façon de voir les gens. Et surtout, partagez cette vidéo avec ceux pour qui il est important de se souvenir que l'aide peut parfois venir de là où on ne l'attend pas. D'où regardez-vous en ce moment? De quelle ville ou de quel pays?